Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast, le Club Paname. Je vous souhaite une excellente année 2018 à vous, nos auditeurs, et nous sommes ravis aujourd'hui d'être avec vous pour ce 18e podcast, 18 comme 2018. Et je souhaite une bonne année aussi à mon équipe qui est avec moi ce soir. Olivier, comment vas-tu? Tout va très bien, bonne année à tous. Ravi, comment vas-tu? C'est avec plaisir, après 2 mois d'absence, que je vous retrouve. Steph, bonne année à toi. Merci, bonne année à tout le monde. Alors mes amis, j'espère que vous avez offert plein de cadeaux PSG à votre famille pendant les fêtes, parce que je vous rappelle qu'on est sous les clous du fair play financier et que si on peut donner un coup de main à Tonton Nasser, il ne faut pas hésiter. On va parler dans ce podcast de trêve, juste avant de la reprise. On va parler des résolutions du PSG dans cette année 2018 pour la deuxième partie de saison qui nous attend. On va parler de compétition nationale en France et aussi de Champions League. On va commencer tout de suite par les résolutions dans les compétitions nationales. Mes amis, la Ligue 1, les coupes. On est encore en lice pour les 3 trophées qui restent. Je rappelle qu'on a déjà remporté le trophée des champions contre Monaco. On a une longueur d'avance dans le titre. J'ai envie de vous poser une première question, mes amis. Pour vous, est-ce qu'un quadruplé national, c'est-à-dire Coupe de la Ligue, Coupe de France, Ligue 1 et Trophée des Champions, est-ce que ce quadruplé est indispensable ou est-ce qu'une coupe ou deux qui manquent pour vous est préjudiciable? Olivier, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je crois que pour le PSG, ce qui est vraiment indispensable tous les ans, c'est le titre de champion. Surtout cette année, après la perte de ce titre l'an dernier, c'est une des priorités du club. Ce titre de champion sanctionne en effet, plus que toutes les autres compétitions, la régularité sur toute une saison et donc la supériorité du PSG dans le cadre de la Ligue 1. Un nouvel échec serait très très mal perçu, tant Paris est archi favori depuis les lourds investissements qui ont été consentis en juin dernier, tandis que parallèlement, nos concurrents stagnaient, voire s'appauvrissaient comme Monaco. A priori, les choses semblent bien se présenter, 9 points d'avance sur l'OL et Monaco, 12 sur l'OM, les autres sont déjà très loin derrière. En plus, le calendrier du retour nous semble favorable puisque face à nos 3 suiveurs, seul le match contre l'OL se jouera à l'extérieur. Les 2 coupes sont plus accessoires, même si le PSG est censé tout gagner sur le plan national, qu'il a un effectif qui lui permet de faire tourner sans trop s'affaiblir face à une concurrence qui, elle, est d'une faiblesse peut-être jamais encore vue, et qu'il a fait le quadruplé les 3 dernières saisons. Un long parcours en Ligue des Champions pourrait néanmoins excuser une élimination pour alléger le calendrier. Quitte à choisir à ce moment-là, c'est la victoire en Coupe de la Ligue qui est à privilégier, car il y a 3 matchs seulement qui restent à jouer contre 6 pour la Coupe de France. Mais dans le cas des coupes, il faut bien entendu prendre en compte qu'il s'agit de rencontres à limitation directe, toujours plus aléatoires, surtout à l'extérieur. Donc si je comprends bien, pour toi, imaginons qu'on arrive en demi-finale de Ligue des Champions. Si nous ne gagnons pas par exemple la Coupe de France, ça ne sera pas dramatique pour toi. Si on ne gagne aucune coupe même, il n'y aura aucun problème, tellement on sera heureux d'avoir atteint notre objectif qui est essentiellement européen, à condition bien sûr qu'on ait le titre national du championnat. Merci à toi Olivier, donc priorité au titre pour toi. Ravi, est-ce que tu es d'accord avec la position d'Olivier? Oui, globalement, je suis d'accord avec Olivier. Le titre, c'est primordial après l'année qu'on a vécue. La première partie de l'année dernière, c'est là qu'on perd le titre, puisque on sait que la deuxième partie, au niveau du championnat, est excellente. Après, c'est difficile de répondre à la question, parce que, voilà, comme a dit Olivier, c'est difficile de dissocier compétition nationale et compétition européenne. Le champion, en fait, va influer sur notre sentiment final. Donc, pour répondre à ta question, je dirais que est primordial, ainsi qu'au moins une des autres couples. Objectif de départ. Après, je pense qu'on a l'effectif d'avoir le fameux quadruplé. Donc, voilà. En fait, ça va vraiment dépendre de notre parcours en Ligue des Champions, qui va forcément... si on va loin en Ligue des Champions, on aura des forces physiques en moins et surtout des forces mentales en moins. Très bien, merci Ravi. Donc du coup, tu es assez d'accord avec Olivier qu'une coupe peut être sacrifiée en cas de bon parcours en Ligue des Champions. Steph, est-ce que tu es d'accord avec tes 2 compères?
Oui, oui, totalement. Je pense que le parcours en Ligue des Champions est prioritaire. Pour aussi revenir à ta question initiale, est-ce que c'est indispensable de faire ce garde replay? Ça ne l'est pas parce qu'on l'a déjà fait 2 fois et que par conséquent, c'est un des totems qui était attendu pour le PSG, qui a déjà été gagné. Donc pour nous, ça a moins d'intérêt, surtout que maintenant, voilà, on veut se focaliser sur la Ligue des Champions et parce que c'est plus important pour nous. C'est quelque chose c'est le but ultime. Pour le Paris Saint-Germain. Puis le quadruplé, il avait tendance aussi à masquer certaines insuffisances, certains dysfonctionnements. On avait tendance aussi un peu à mettre de côté certaines problématiques. Donc je pense que le fait qu'on se focalise davantage sur la Ligue des Champions et la Ligue 1, c'est aussi un meilleur révélateur sur le niveau du Paris Saint-Germain. Merci à toi, Steph. Donc vous êtes d'accord tous les trois. Le titre obligatoire, bon parcours en Ligue des Champions et si jamais on doit sacrifier une coupe pour aller en demi, ça ne vous dérange pas. Très bien, messieurs. Alors, ça ne nous dérange pas, mais ce qui est important aussi, c'est quand même d'effacer les recordman des trophées des champions et de la Ligue 1 des tablettes. Donc pour le trophée des champions, on est bien parti. Pour la Ligue 1, c'est aussi pas mal. Concernant la Coupe de Ligue, on est le recordman. Et en Coupe de France, on est le recordman aussi. Mais ce serait bien de mettre un petit peu de distance. J'aimerais pas que les Marseillais gagnent une 11e Coupe de France et recommence un petit peu à l'ouvrir un peu à tort et à travers. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Eh bien, Pour rebondir sur juste rapidement, ouais, vas-y. effectivement, comme Steph a dit, moi par exemple, moi personnellement, si j'ai une coupe à privilégier, ça sera plutôt la Coupe de France, qui reste la coupe un peu plus importante que la Coupe de la Ligue. Oui, je suis assez d'accord avec ça aussi. Messieurs, du coup, on a bien compris vos positions sur les coupes. Est-ce que vous voyez quand même des difficultés à venir en jouant toutes nos compétitions nationales? Parce qu'on parle d'une Ligue 1 assez simple, mais est-ce qu'il y a quelque chose pour vous qui pourrait nous poser problème en championnat ou pendant les coupes ravies? Voilà. Bah, en fait, je pense que ça dépend encore une fois du parcours en Ligue des Champions, mais au niveau des blessés, aujourd'hui, on a 0 blessé. On a Mota qui revient depuis quelques semaines. On a un groupe au complet. On peut pas, c'est difficile d'imaginer de se projeter dans un mois ou deux concernant les blessés. Donc aujourd'hui, la gestion des blessés est bonne. On se demande même si le docteur Roland. Mais sinon, au niveau du calendrier, effectivement, on a un calendrier peut-être un petit peu compliqué au mois de janvier-février avec beaucoup de matchs à l'extérieur. Voilà, là, on va avoir surtout un match contre Lyon où il faudra gérer. Si on fait un nul contre Lyon, au final, ça sera pas très grave. On a une avance au championnat. Donc là, ça à Emery de faire tourner les troupes et à faire jouer, même quitte à faire jouer des petits jeunes en coupe. Voilà. Et sinon, ça serait plus peut-être je pense pas qu'ils auront lieu, mais par exemple, le départ d'un joueur comme Pastore, je pense que même si c'est quelqu'un qui reste à sa place dans un vestiaire, c'est quelqu'un aussi qui équilibre les débats. Voilà, c'est des choses qui pourraient arriver. Je pense pas que ça va arriver. Équilibre du vestiaire ou de trop de changements à l'intersaison pourrait faire évoluer les choses. Mais là, je vois pas trop d'obstacles par rapport à nos objectifs. Ok, donc pour toi, on a bien compris, les compétitions nationales ne devraient pas enfreindre sur nos capacités en Ligue des Champions. Steph, est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, je pense que logiquement, on a l'effectif pour pouvoir traverser tous les obstacles qui peuvent survenir sur notre route. Maintenant, parmi les difficultés, donc Ravi en a parlé, il y a les blessures un petit peu, elles peuvent survenir pendant les matchs clés, juste avant les matchs clés de Ligue 1 et de Ligue des Champions. Ça sera embêtant, mais bon, voilà, c'est le lot de toutes ces équipes. Par contre, moi, ce que je vois d'une difficulté supplémentaire, c'est sur le plan physique et mental. On peut se poser aussi la question d'une gestion intelligente du turnover. Parce que si on incorpore un nombre limité de remplacements à chaque match, il y a moyen de concerner tout le groupe. Et si on concerne tout le groupe, on peut donc gérer les organismes de manière optimale, mais aussi on peut garder la motivation pour l'ensemble du groupe pour aller chercher toutes les compétitions. C'est important justement que tout le monde soit concerné et soit considéré et soit motivé jusqu'à la fin. Une mauvaise gestion du turnover, ça peut nous pénaliser, surtout dans le sprint final, si on est encore en lice dans toutes les compétitions. J'aimerais pas que ça arrive. Donc pour toi, en gros, les compétitions nationales sont une bonne chose car elles permettraient de faire jouer tous les joueurs qui n'auraient pas forcément de temps de jeu pendant la Ligue des Champions.
Oui, à condition que le turnover soit bien géré. Et bon, Emery commence c'est un peu loupé sur les derniers matchs de fin d'année sur le turnover en faisant trop de changements. Peut-être que limiter les changements, mais des changements réguliers à chaque match, ce serait peut-être plus intéressant. Et j'avoue Je que peux me j'ai... permettre de rebondir. Vas-y. C'est pas loupé, au contraire, Lo Celso s'est révélé davantage. Et aujourd'hui, on n'a aucun blessé, donc on n'a pas perdu de points vraiment en championnat. Donc voilà, pour moi, ça reste quand même. Bah, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je pense qu'il s'est un peu loupé. Il y a quelques prestations un peu fades où c'est la maladresse de l'adversaire qui nous a permis de rester dans le match, en fait. Après, je suis d'accord pour Lo Celso. Là, je suis totalement d'accord. Je l'ai d'ailleurs souligné dans un précédent podcast. Mais pour le reste, je trouve que à mon nom, on avait fait 4 ou 5 changements. Je sais plus quel match. Je crois que c'était Strasbourg. J'ai un trou de mémoire. Et bon, bah, ça s'est mal passé. Donc bon. Après, trop de turnover, c'est pas bon. Merci à toi, Steph. J'ai limite peur de lancer Olivier sur ce sujet. Olivier, qu'est-ce que tu penses de cette question? Est-ce que pour toi, il y a des difficultés à venir dans les compétitions nationales? Je rajouterai pas grand-chose parce que je crois que beaucoup de choses ont été dites, mais je pense que cette dernière partie de saison, elle va dépendre avant tout du résultat du 8e contre le Real. Parce que soit notre parcours s'arrête là et la saison va être très longue, et les compétitions nationales vont prendre le premier plan, mais avec quel état moral des troupes, je n'ose même pas y penser. Soit on continue notre parcours en Ligue des Champions, et alors là, il va falloir effectivement gérer très très attentivement l'effectif de façon à le ménager en faisant tourner, et ça peut se faire au détriment des coupes. Parce qu'on sait que la multiplication des compétitions alourdit le calendrier, multiplie les risques d'indisponibilité par blessure et suspension. Et ça nous ramène à l'état de l'effectif sorti du mercato d'été, qui reste quand même très juste quantitativement dans certains secteurs, trois défenseurs centraux seulement, 3 milieux entre guillemets de métier, et on a vu que lorsqu'ils étaient indisponibles, on a dû renforcer le secteur par des offensifs reconvertis, 6 attaquants, mais en fait Lucas est quasiment éliminé, et donc on voit bien que si pour cause de fair play financier, on devait encore en vendre un, on va quand même ne pas être aussi large qu'on pouvait le penser sur la profondeur de banc. Et puis un dernier facteur qui serait très favorable, c'est d'être assuré le plus vite possible du titre de champion, ce qui simplifierait beaucoup la gestion de l'effectif. Merci à toi, Olivier. Tu me tends une perche car nous allons désormais parler des résolutions en Ligue des Champions. Je pense que c'est ça qui intéresse beaucoup. En sachant que nous jouerons l'équipe double tenant du titre directement en 8e de finale, le Real Madrid. Tu as un peu posé la problématique d'une élimination contre le Real. J'ai envie de poser cette question d'abord à Steph. Est-ce que pour vous, une élimination contre le Real Madrid serait synonyme de saison ratée pour le PSG, même s'il y avait le quadruplé national derrière? Pour ma part, alors oui, elle serait ratée, même en cas de quadruplé national. Parce qu'au vu des investissements qu'on a réalisés cet été, pour passer un cap d'ailleurs, on l'a fait vraiment dans ce sens-là, être éliminé en 8e, ce serait une nouvelle fois en 8e, ce serait un vrai problème, ce serait une catastrophe, ce serait une terrible déception sportive. Puis même en termes d'image, j'en parle même pas. Peu importe la manière d'ailleurs, c'est l'élimination qu'on reviendrait. Le club, c'est désormais un top projet européen, un top budget. Et il doit considérer chaque échec comme une faute inacceptable. On ne peut pas se rassurer à chaque fois derrière une bonne prestation pour minimiser les portées d'une élimination. L'objectif avoué, il a été affiché, c'est la Ligue des Champions, et on doit être exigeant pour l'atteindre. Bon, après, je vais un peu pondérer ce que je viens de dire. Faut pas non plus jeter tout ce qui a été fait depuis quelques mois. On est quand même sur la bonne voie. Il n'est pas question de remettre l'ensemble du projet en cause. Maintenant, je pense qu'il y a quelques éléments qui devront certainement subir les conséquences d'une élimination et de cette saison ratée. Merci à toi. Qu'est-ce que tu veux dire par certains éléments? Bon, je parlais au staff et certains joueurs, tout simplement. Très bien, donc tu voudrais voir les choses bouger en cas d'une défaite. Bah écoute, un entraîneur qui perd 2 fois en 8e de finale de Ligue des Champions, même si c'est 2 mastodontes en face,
bon, on peut pas continuer comme ça. Ok, on va parler d'Emery en cas de défaite ou victoire ensuite. Olivier, est-ce que Oui. pour toi, une élimination contre le Real, c'est le Real quand même, c'est l'équipe qui a gagné 2 fois la Ligue des Champions. Est-ce que pour toi c'est catastrophique? C'est comme perdre contre Porto, je sais pas, en huitième. Est-ce que pour toi c'est vraiment le fait de perdre en huitième, ou le fait de perdre en huitième peut être effacé par le fait que ça soit contre le Real, Olivier? La question de départ, c'est est-ce qu'une élimination contre le Real serait synonyme de saison ratée? Bah, c'est même pas moi qui vais dire que ça serait synonyme de saison ratée, c'est Nasser El Khelaifi qui l'a qualifié comme ça lorsqu'il a limogé Laurent Blanc pour une élimination en quart, alors même que l'équipe était celle dont tous les records tiennent encore sur le plan national. Avec 4 quarts de finale d'affilée, le passage en demi-finale est désigné clairement comme l'objectif minimal à atteindre. On a vu l'an dernier que l'élimination au même stade des huitièmes face à Barcelone, dans les conditions humiliantes que l'on sait, associées aussi, c'est vrai, à la perte du titre, a déclenché une remise en question profonde. Elle a épargné cette fois, on se demande bien pourquoi, l'entraîneur, pour se concentrer sur la direction sportive, avec les départs de Létang et Kluivert et l'arrivée d'Enrique. Si on ajoute à ça l'effort colossal que représentent les recrutements de Neymar et Mbappé, complétés par celui non moins important d'Alves, on peut considérer que le PSG a cette fois toutes les cartes en main pour dépasser au moins l'écart. C'est pour cette raison que la qualification contre le Real est impérative, même si rencontrer le plus grand club du monde à ce stade de la compétition rend ce challenge très périlleux, mais qu'aller à ce stade ne pourra être ressenti pour moi, comme pour le club, je pense, que comme un échec. Merci à toi, Olivier, tu es donc d'accord avec Steph. Ravi, est-ce que tu rejoins tes deux compatriotes? Alors, moi, pas tout à fait en fait, hein. Bon, déjà, il faut se rappeler quand même que, enfin, on a le Real cette année, c'est quand même un peu compliqué pour Emery et pour nous-mêmes, de toute façon, avant tout, pour le club. En fait, dans ta question, tu as deux questions. Tu as échec pour le club ou échec pour le coach. En fait, on arrive souvent au même point, parce qu'on parle du coach. Si on fait un quadruplé ou même un triplé, le Real au tir au but, est-ce que perdre contre la meilleure équipe du monde, clairement, c'est 11 trophées en tout. Enfin, c'est par rapport à nous, on est inexistant par rapport au Real de Madrid. Si tu compares nos effectifs, ils ont un meilleur effectif, il est plus homogène. Ça sera un échec à l'instant T, parce que les objectifs de départ ne seront pas atteints. Mais concernant le club, par an qui gagne la Ligue des Champions, on peut pas non plus toujours la gagner, on peut pas toujours gagner contre les meilleurs, et il faut le faire parce que c'est un parce qu'après la remontada de l'année dernière, on doit absolument montrer dans l'échiquier du football européen, et je pense qu'on va le faire. Plus un échec pour Emery, là je comprendrais que le club, malgré que la manière peut être bonne, je comprends totalement que là par contre le club décide de changer et de prendre un coach plus apte à répondre peut-être à des besoins d'ordre plus managérial sur une top team. Merci à toi, Ravi. Du coup, j'ai envie de revenir un peu parce que je suis assez d'accord en fait avec ce que dit Ravi. Du coup, j'ai envie de vous relancer, Steph et Olivier. Euh, En fait, perdre contre le Real en huitième, c'est quand même le Real. Je veux dire, si on perdait contre Porto en huitième, là oui, ça serait une humiliation. Mais est-ce que perdre contre le Real en huitième serait vraiment différent de, par exemple, arriver en demi en battant, je dis au pif, Leicester ou Porto qui sont même pas là, mais et perdre ensuite en demi contre, je sais pas, la Juve. Est-ce que perdre contre le Real en huitième, ce serait vraiment une moins bonne performance? Est-ce qu'on s'attache pas un peu trop à l'idée d'aller loin avec des tirages chanceux? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, Steph? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je vois ce que tu veux dire, mais je ne suis pas d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, on peut pas. C'est vrai qu'il y a le passé qui est présent, le lourd passé du Real, l'héritage du Real qui est très fort, hein. Plus de 10 Ligues des Champions, 12 d'ailleurs, hein. Donc, oui, je sais que c'est quelque chose d'énorme, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, ça fait 3, 4 ans qu'on parle d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Face à City, on a déçu. Face au Barça, on a terriblement déçu. On serait encore dans une troisième année
Lyonnais à décevoir, non, c'est pas possible. Après, j'ai pointé le coach du doigt, mais parce que c'est un fusible logique par rapport justement à ce qu'on lui demande. Lui demande, c'est de nous faire passer un cap et de gagner contre n'importe quelle équipe. Je le dis, Nasser El-Khelaifi l'a affirmé à plusieurs reprises. On veut lutter contre les meilleurs, on veut gagner contre les meilleurs. Bah voilà, tu as l'occasion de gagner contre les meilleurs, fais-le. Si tu le fais pas, et alors qu'on t'a donné quand même des moyens assez élevés, il y a une sanction. Voilà, le PSG recherche les meilleurs joueurs, il doit aussi rechercher le meilleur staff, coach compris. Olivier, est-ce que tu es d'accord avec ça? Moi, je comprends ce que tu dis. L'affiche PSG-Real, c'est une affiche qu'on aurait voulu voir en finale. Et là, effectivement, perdre une finale contre le Real, bon, c'est compréhensible. Et tu l'acceptes plus facilement. Le problème, c'est que on est reparti en ce début de saison avec un mercato hyper clinquant. Tout le monde nous attend au tournant. Quand tu achètes Neymar et Mbappé, c'est pas pour te faire éliminer en 8e de finale de Ligue des Champions, quel que soit l'adversaire. Ça te donne une responsabilité probablement trop écrasante face au Real, mais réelle. Imagine un peu la réaction de l'environnement, la réaction de l'Europe, si le PSG, qui a été montré du doigt parce que il prenait une avance considérable sur ses rivaux en débauchant dans les grands clubs ces joueurs-là, si le PSG calait. Donc je crois qu'on n'a pas le choix, et même si ça sera injuste, ça sera ressenti par nous, mais surtout par l'environnement comme un échec, avec des risques de retombées d'images qui seront très négatives. Merci à vous, mes amis. Je pense qu'on a bien entendu vos arguments. Du coup, Ravi ne pense pas forcément que ce serait catastrophique de perdre en 8e, car c'est le Real. Mais pour vous, Steph et Olivier, c'est vraiment un cap à passer, surtout après un mercato, et que ça serait un peu la honte, entre guillemets, devant l'Europe entière, de nous faire éliminer en 8e après les sommes colossales engagées cet été. Mes amis, on va parler un petit peu de ce match. Du coup, le Real, qui n'est pas dans une des meilleures formes, on va pas, peut-être, si ça ne change pas, affronter le meilleur Real. On a vu qu'il s'est notamment incliné au stade Bernabéu 3-0 contre le FC Barcelone lors du Classico. Le Real, il n'est pas non plus habitué, il a des tirages assez cléments. Normalement, il n'est pas habitué à tirer des gros. En tant que gros, je veux parler d'une team top 8, on va dire, en 8e de finale. Je rappelle qu'ils ont battu Schalke 5-4 sur les deux matchs en 2014, la Roma 4-0 et 6-2 contre Naples l'année dernière. Donc mes amis, j'ai envie de vous demander, pour vous, à l'heure actuelle, et selon, comme l'adage le dit, la vérité de décembre n'est pas celle de février, quelles sont pour vous nos chances au Paris Saint-Germain de faire tomber le monument madrilène, Olivier? Si je raisonne en supporter, bien sûr, il y a des chances. Si je regarde par contre d'un œil un peu plus froid le tableau comparatif des deux clubs, je suis malgré tout pessimiste. Il y a un monde à tous les niveaux entre ce qu'on peut véritablement appeler une institution et un jeune club comme le nôtre, au niveau de l'histoire, au niveau du palmarès, au niveau de l'équipe dirigeante, au niveau de l'habitude de gérer ces grands rendez-vous. Et si on regarde simplement le plan sportif, leur entraîneur, c'est Zidane, certes, un jeune entraîneur, mais qui a été un joueur immense, qui a tout gagné comme joueur, qui continue à le faire en tant que coach depuis qu'il entraîne ici, qui est quand même le vainqueur des 2 dernières éditions de la Ligue des Champions. Ajoutons, pour être complet et par rapport à Emery, qu'il a lui l'immense avantage pour fonctionner sereinement, d'avoir le respect du vestiaire et le soutien inconditionnel de son président. Et quand on compare les deux effectifs, à part peut-être devant, il me semble individuellement et collectivement supérieur à nous dans tous les autres secteurs. Alors bien sûr, rien n'est perdu d'avance, et il y a des motifs d'espoir auxquels on va s'accrocher. Ça tient à nous, parce qu'on a peut-être l'équipe la plus forte individuellement de toute l'histoire du club, et notamment un trio d'attaque qui n'a rien à envier à la célèbre BBC. Ajoutons que la domination en L1 épargne mentale et physique pour permettre de se consacrer avec toutes ses forces à l'Europe. Ça tient aussi à eux, qui sont manifestement nettement moins bien en cette saison qu'ils ne l'ont été les saisons dernières, avec un début de saison très décevant. Ils sont largués en championnat, ils ont été humiliés récemment à domicile contre le Barça, avec des ratés un peu partout, notamment dans la ligne offensive. Et pour la première fois, Zidane essuie quelques critiques.
Et puis un autre facteur important en notre faveur, c'est l'ordre des matchs, qui nous verra pour une fois avoir le gros avantage de recevoir au retour. Donc pour toi, on est un peu sur du 50-50? Ah non, malheureusement, je dirais 60-40 pour le Real. Très bien, donc pour toi, l'expérience prime. Ravi, est-ce que tu es d'accord avec ce que vient de dire Olivier? Alors, si j'avais cette position sur la question que tu as posée précédemment, c'est parce que moi, je suis pas trop d'accord avec Olivier. Pour moi, on a vraiment toutes nos chances cette année. Pourquoi? Parce que même, c'est vrai que le Real a un effectif beaucoup plus complet, mais à l'image de leur début de saison, je pense que mentalement, ils n'ont plus la même faculté à se transcender comme ils ont eu pendant ces 2 dernières années. Je pense qu'il y a une limite. Chaque être humain a une limite, d'autant plus quand c'est un collectif. Cette limite. Et peut-être que le match de ce soir le confirme, je ne sais pas. Match du Real. Mais voilà. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils vont tout miser sur la Ligue des Champions. Mais je pense que ça, c'est une mauvaise façon de faire et que c'est rarement efficace. Rien ne vaut l'enchaînement des matchs. Et voilà. Donc, de leur côté, je pense qu'ils sont quand même moins bons. Et de notre côté, moi, j'ai confiance. J'ai confiance au coach. J'ai confiance. Voilà, il suffit de voir l'année 2017 dans son ensemble. On a une machine à but. On prend plaisir à regarder les matchs chaque semaine, à part 2-3 exceptions dues à une certaine fatigue. Cette année, c'est du beau travail. On a un trio d'attaquants, chacun avec des capacités, des rôles bien distincts dans toute. Voilà, c'est assez complet. Au milieu de terrain, on a le choix. Unai, il peut choisir entre un milieu de terrain plus défensif, plus créatif. Ma seule crainte finalement, c'est plus le gardien, voire plus souvent décisif, qu'il ait une vraie influence sur le résultat d'un. Sinon, voilà. En dehors des joueurs, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus l'équilibre global de l'équipe. Si on arrive à jouer en bloc, qui reviennent, qui se replacent, qui pressent. Alors là, franchement, j'ai vraiment confiance. Je pense qu'on a vraiment toutes les forces pour battre le Real. Donc pour toi, c'est un peu Dernier petit bémol quand même. Ouais, vas-y. On a un capitaine, c'est Thiago Silva. C'est un des meilleurs joueurs, un des meilleurs défenseurs de la planète. Je le pense vraiment. Anticipation, au niveau d'expérience. Mais par contre, il faut absolument que contre le Real, il sorte de sa zone de confort et qu'il a été Kimpembe, le petit jeune, un an auparavant au parc. Merci à toi, Ravi. Donc du coup, si je comprends bien, pour toi, c'est un peu plus que du 50-50. Pour Paris. Combien? Non. On t'entend pas, on entend 100. Dis-le bien lentement. Contre 20%. D'accord, donc 80% pour nous, j'ai bien entendu. Bon, je prends ça pour un oui. Steph, est-ce que tu es plutôt du côté d'Olivier ou du côté de Ravi? Plutôt du côté d'Olivier, là, j'ai lu une enquête dans Le Monde 2018, l'année de l'optimisme. Personnellement, je suis resté en 2017, je pense, par rapport à cette confrontation, parce que je suis pas du tout rassuré. Moi, j'estime nos chances réelles, mais limitées à 25%. Pourquoi? Parce qu'en fait, ouais, parce que c'est notre défense qui m'inquiète vraiment. Même si je pense qu'il y a des éléments forts, cette fin d'année 2017 n'a pas été très très bonne à ce niveau-là. Et bon, voilà, j'ai quelques doutes par rapport à ce qu'ils aient réglé leurs problèmes d'approche mentale des matchs, leurs problèmes aussi de cohérence. Et puis il y a notre gardien de but. Quand je parle de défense, il y a notre gardien de but. Malheureusement, j'ai relativement peu confiance en lui et j'ai un peu peur. Maintenant, voilà, 25%, c'est mon chiffre. J'estime que nos chances sont quand même, elles existent. Ravi à énoncer certains points sur lesquels on peut être optimiste, mais voilà, je suis pas rassuré. Très bien, merci. Juste pour rebondir un petit peu, vas-y. Concernant nos défenses, je pense que globalement, c'est vrai qu'il y a eu des petites erreurs défensives, mais c'est plus des erreurs de manque de concentration, des erreurs individuelles. Ouais, je pense pas que ce genre d'erreurs se réitérera contre le Real de Madrid avec Marquinhos, Thiago Silva ou un autre. Enfin, ils pourront être un peu plus concentrés que dans un match de Ligue 1, ça c'est certain.
Du coup, Mais il n'y a pas que la défense aussi. Enfin, il y a le milieu de terrain. On l'a déjà signalé. Enfin, moi, c'est toute la phase défensive qui pose problème. C'est que ça part déjà des attaquants. Si les attaquants, et j'espère que enfin ils feront le sacrifice de replacement, ce que fait Cavani, mais ce que font pas les deux autres, d'un pressing coordonné. Si on a déjà l'attaquant qui commence à le faire, on l'a vu le dernier match du Real face au Barça en première mi-temps, le Real a étouffé le Barça. Si ils continuent, ils font ça pendant tout le match, on aura vraiment du mal. Par contre, si nous on leur rend l'appareil, c'est-à-dire un pressing tout terrain de la part de tous les éléments du club, je pense qu'on aura plus de chances de passer. Et puis bon, il y a ces histoires de concentration, je suis d'accord, ça peut se régler, mais encore faudrait que ça se règle justement en temps et en heure. Et ça, j'ai un doute. Pour ajouter quelque chose, si je peux, Ravi fait référence à la saison 2017, mais la saison 2017, malheureusement, la plupart des grands rendez-vous, aussi bien en championnat que contre les grandes équipes européennes, ont été ratés. Et cette année, on rate à nouveau le match retour au Bayern. Donc c'est une équipe qui n'a rien prouvé contre les ténors de Ligue des Champions. Et ça, c'est pas de cette année. C'est même pas de l'année dernière. C'est depuis 4 ou 5 saisons. Si on bloque en quart de finale, il y a bien un problème. Donc il y a un problème probablement mental. On a quand même en plus cette année de gros déficits dans la ligne arrière. On a cité le gardien, mais il y a aussi l'arrière latéral gauche, où ni Kurzawa ni Berchiche n'ont montré leur capacité de s'opposer efficacement à des grands attaquants comme ceux qu'a le Real, si jamais ils retrouvent, et je ne vois pas pourquoi ils ne le retrouveraient pas, la force qu'ils ont. Donc on se présente quand même pas dans des conditions de grande sécurité pour affronter des rivaux de cette taille-là. merci à vous, messieurs. Donc, pour résumer, Olivier est le plus modéré avec des chances de 40% de passer contre le Real. Ravi est le plus optimiste avec 80% et Stéphane est le plus pessimiste avec seulement 25%. Chers auditeurs, je vous laisse faire vos pronostics. Vous pouvez commenter et nous dire ce que vous en pensez. Messieurs, une question qui fâche, une question qui doit être posée et qui sera posée par Monsieur Antero Henrique et par Nasser El Khelaifi. Est-ce que si le PSG bat le Real ou le PSG est éliminé, dans les deux cas de figure, pour vous, est-ce que Emery doit être reconduit ou remplacé la saison prochaine? Ravi, quel est ton avis sur cette question? Bah déjà, tout dépend de comment ça se passe exactement dans le vestiaire et avec la direction. Mais franchement, que ce soit clair, aujourd'hui, quel entraîneur donne vraiment de meilleures garanties Vraiment pas nombreux. Je pense que le seul qui fait l'unanimité pour moi, c'est le génie, hein, c'est Pep Guardiola. Mais en dehors de lui, je vois pas en quoi les Conte, Allegri, Mourinho, même Simeone, je vois pas ce qu'ils apporteraient. Nous, on est le PSG, on est la ville lumière, on a besoin de spectacle. Et eux, c'est les adeptes du bétonnage forcé. Donc, je vois pas trop l'intérêt. Le seul avantage qu'ils peuvent avoir, c'est peut-être ils ont davantage le respect des joueurs. Que Unai, lui, il a dû aller chercher ce respect. Espérons qu'il l'ait trouvé cette année. Voilà, mais globalement, je vois pas. Si c'est pour recommencer une nouvelle construction, un nouveau schéma, ça me semble un petit peu sans intérêt. Voilà. Ok, merci Ravi. Donc pour toi, Emery devrait être reconduit selon car sauf si on se fait éliminer de tout. Quand même, j'ai des petits coups de cœur en dehors de Pep, mais pareil, il y aura toujours les mêmes limites, à savoir par exemple Pochettino, est-ce qu'il est capable de gérer des stars comme Neymar? Je suis d'accord avec toi. On n'a aucune idée là-dessus. Oui, c'est vrai qu'on a peu d'alternatives à part, on pense tous à Guardiola et vu son travail qu'il fait à City. Mais c'est vrai qu'on n'a pas non plus beaucoup d'entraîneurs qui donnent très envie par rapport à Emery, sachant qu'il a quand même un beau palmarès européen avec Séville. Steph, quel est ton avis sur la question? Alors, je vais répondre à deux choses. La première à ta question, est-ce que Emery doit être reconduit si le PSG élimine le Real et va en demi? Moi, je le dis oui, parce que s'il a l'adhésion des joueurs, qu'il gagne la Ligue 1 et une des deux coupes, et donc il fait cette demi, je pense qu'on peut le prolonger. Mais après, il faut voir aussi comment l'équipe se comportera en demi, comment se fera éliminer. Ça aussi, ça peut entrer en ligne de compte.
Maintenant, bon, bah, si ça se passe bien, c'est-à-dire qu'on sort la tête haute, pourquoi pas le prolonger avec une prolongation de 2 ans, avec une clause qui permet de se séparer au bout d'1 an. Enfin, voilà, quelque chose, un contrat bien bricolé pour qu'on puisse pas non plus être menotté à Emery. Pour revenir juste une chose, ce qu'a dit Javi, je suis pas d'accord sur les Allegri, Simeone et Conte. Aujourd'hui, c'est des gens qui évoluent dans des clubs qui sont des clubs très importants, mais qui n'ont pas non plus les moyens absolument énormes que possède le PSG, City, United. Surtout quand tu es à l'Atlético Madrid et à la Juventus. Ils ont un peu moins de moyens. Ce sont des clubs qui sont aussi obligés de faire un peu de débrouille, donc de recruter des joueurs importants, et puis d'un autre côté, de faire venir des joueurs un peu moins chers, voire gratuitement, mais expérimentés. Si tu donnes un club avec des joueurs qui ont de la qualité technique, peut-être qu'on pourrait attendre de ces Conte, de ces Allegri, de ces Simeone, davantage de jeu. C'est vrai que ce ne sont pas des entraîneurs qui ont la réputation de jouer, mais après tout, ils font aussi avec le matériel dont ils disposent. Quand tu as de quoi faire un petit peu plus tourner le ballon, un petit peu plus donner des traits de génie, je pense que tu peux obtenir davantage de jeu. De toute façon, on ne changera pas de ces gars-là. C'est des gars qui veulent une équipe organisée, prête au combat. C'est leur priorité. Et peut-être au PSG. Je suis d'accord avec toi, Jarvis, sur une chose, je termine. Au PSG, on est la ville lumière, on a besoin de show. Moi, je suis supporter du PSG, c'est aussi parce que le PSG a toujours recruté des joueurs très techniques. C'est important pour moi que la technique soit valorisée au sein du club par le jeu et par les joueurs. Merci à toi, Steph. Donc pour toi, reconditionnement d'Emery, si tout se passe bien, vu que... Par contre, toi, tu penses que les autres entraîneurs pourraient démontrer des choses au PSG car ils n'ont pas forcément les moyens dans leur club. Je peux répondre à ça tout de suite ou Ouais, vas-y, fais assez vite, s'il te plaît. Ok. Non, juste pour répondre rapidement, déjà, voir Conte mettre Bakayoko limité en 10 dans son équipe cette année, c'est sans moi. Voilà, ça c'est juste pour un petit aparté. Et concernant Allegri, par exemple, ou d'autres entraîneurs de ce même style, parce que Simeone, à l'Atlético, il n'y a aucune star dans son équipe, faut le rappeler. Allegri, c'est pratiquement pareil, à part Higuaín, mais bon, c'est plutôt quelqu'un de taiseux. Et tout ça pour dire que c'est pas Neymar, c'est pas Ronaldo, c'est pas Messi, quoi. Donc gérer ce type de joueur, ça n'a rien à voir, et c'est plus facile dans un club comme la Juventus d'imposer ses idées en tant que coach, et qui a été longtemps géré par les cadres de l'équipe. Voilà. Merci à toi, Ravi. Là, je prends un peu de distance parce que quand on parle d'Emery, lancer Olivier, ça fait on a tous un peu peur. Donc Olivier, je te lance, je prends du recul. Tu peux pas être surpris, même si tu as peur. Pour ma part, moi, j'ai le sentiment que le sort d'Emery, il est déjà scellé. Son management reste difficile à lire, à cerner. A-t-il la confiance des joueurs? Peut-être l'a-t-il obtenu en deuxième partie de saison. Mais là, avec l'arrivée de Neymar, avec des ambitions énormes, là, j'en suis plus sûr du tout. Pour moi, il a miraculeusement survécu aux échecs de la saison dernière, la perte du titre de champion, le cataclysme de l'élimination historique en Ligue des Champions. C'est Kluivert et Letang qui ont trinqué à sa place. Peut-être que la sanction de la gouvernance sportive de Nasser aurait été trop radicale si en plus son choix d'Emery avait été sanctionné. Mais sa confiance en lui me semble depuis limitée. Il n'y a qu'à se souvenir des déclarations d'après le match retour à Munich où il n'a pas été très tendre vis-à-vis de son groupe et de son entraîneur. Et Enrique, on ne peut pas dire qu'il ait été très très persuasif sur sa confiance dans l'avenir, dans la célèbre interview qu'il a donnée récemment aux Parisiens. Le contrat d'Emery se termine en juin. Il aurait, paraît-il, une clause de prolongation en cas de qualification en demi-finale. Alors c'est sûr que l'élimination du Real lui redonnerait du crédit et une demi-finale pourrait le sauver. Par contre, une nouvelle élimination au stade des huitièmes, même contre le Real, à mon avis, le condamnerait définitivement. Ce qui serait peut-être d'ailleurs l'occasion de ne pas attendre la fin de saison pour installer tout de suite son successeur, pour enfin préparer efficacement l'exercice prochain. Et justement, il y a un top entraîneur habitué à gagner la Ligue des Champions, habitué à gérer des vestiaires comme ça, qui est disponible. C'est Carlo Ancelotti, dont je rêve pour le PSG de la fin de saison et de la saison prochaine, si jamais ça se passait mal contre le Real. Mais du coup, Olivier, si ça se passe bien, si le PSG arrive en demi-finale, est-ce que tu... Oui, comme si le PSG arrive en demi-finale, je pense qu'il faut faire confiance à Emery. Là, pour moi, il aura prouvé qu'il est capable de dépasser
un stade qu'il n'a jamais dépassé. Il n'a jamais franchi les huitièmes de finale. S'il bat le Real en huitième, ça veut dire que déjà, il aura battu le Real en huitième, ce qui sera pour moi un exploit. Il aura franchi un quart, ce que le PSG QSI n'a pas fait, même avec Ancelotti, même avec Blanc. Donc ça veut dire que là, il faut lui faire confiance et lui donner encore plus de moyens, parce que cet effectif est encore un effectif de transition. Il y a encore des corrections à faire au milieu de terrain, à l'arrière. Et donc là, il aura encore plus de cartes en main pour nous emmener au bout. À ce moment-là, oui, moi, je serais pour qu'on le maintienne. Merci à toi, Olivier. Du coup, finalement, vous trois, vous n'êtes pas forcément contre une prolongation d'Emery si tout se passe bien. Donc, même Olivier, c'est ce qui est assez surprenant. J'ai pris du recul, mais finalement, ça va, je vais bien. Faut être réglo avec Emery. S'il fait du boulot, le bon boulot pour lequel on le paye, pour lequel ça a été contractualisé, je pense qu'on doit le garder, parce que ça veut dire qu'il a atteint les objectifs qu'on lui a signés, et surtout ça veut peut-être aussi dire qu'il a le niveau. Moi j'ai déjà dit, j'ai fait un billet sur le sujet, c'est peut-être un entraîneur en devenir, Emery, alors que je le condamne pas. Pour l'instant, j'ai de la distance vis-à-vis de ce qu'il fait, mais je le condamne pas. Et je pense que c'est peut-être potentiellement un entraîneur qui, justement, pourrait donner quelque chose de grand au Paris Saint-Germain. Mais je me dis, est-ce qu'on l'a pas pris un peu trop tôt? C'est surtout ça que je me dis. Merci à toi, Steph. Mes amis, on va clore ce sujet sur le Real Madrid. On va garder un œil sur leur performance dans les semaines à venir, et puis que la force soit avec nous. Mais notre victoire passera peut-être par un excellent mercato d'hiver, et c'est de ça qu'on va parler dans cette nouvelle rubrique. Mes amis, j'ai envie de vous demander quels sont les postes à changer, quel changement l'effectif doit subir en arrivée et en départ. On va commencer à parler des arrivées. Quels sont pour vous les postes où le PSG doit recruter en priorité cet hiver, sachant quand même qu'on est menacé par le fair play financier, qu'on n'a pas du coup, qu'on va devoir jouer les bons coups plutôt que lâcher des millions. Steph, qu'est-ce que tu en penses? Il faut tenir compte du FPF, c'est clair. Donc, va falloir peut-être aussi que nos achats soient équilibrés par des ventes et que nos achats soient inférieurs aux ventes pour pouvoir contrecarrer les plans de la force du côté obscur de l'UEFA. Donc pour moi les priorités c'est d'abord un défenseur latéral gauche, parce que je pense que là ça va pas du tout, je suis pas du tout rassuré par les deux. Tu l'as d'ailleurs dit toi-même, on a deux numéro 2 et pas de numéro 1, et puis un gardien de but, parce que je pense pas que Areola fasse l'affaire. Après ça c'est mon souhait, je sais que ça ne se fera pas, je pense qu'on gardera Areola et Trapp. Mais si ça ne tenait qu'à moi, la question justement est assez ouverte pour ça, je prendrais un gardien. Et puis pour compléter ça, parce que je pense qu'on en a besoin, donc encore une fois aussi dans le secteur défensif, un quatrième défenseur central, un vétéran, je pense qu'il y en a suffisant sur le marché qui pourrait faire les bouches-trous, 3-4 matchs dans ce qui reste à jouer. Et puis un 6 dans la même veine, un vétéran qui pourra justement remplacer Mota quand justement celui-ci aurait besoin de souffler. Voilà, donc pour moi au max ce serait 4 joueurs. Eh ben, une grande course de Noël pour toi, Steph. Olivier, est-ce que tu partages l'avis de Steph, ou est-ce que ta liste est un peu plus courte? Ma liste, elle est forcément, même pas courte, elle est forcément idéale, parce que les contraintes financières du fair play financier, qu'on ne connaît d'ailleurs pas précisément, il y a beaucoup de bruit qui court sur des sommes qu'on devrait réunir avant la fin de l'année pour faire face, mais on ne sait pas. Donc ces contraintes vont impacter forcément ce mercato d'hiver. Quelle est la marge de manœuvre? Aucune idée là-dessus. Si maintenant on reste dans un mercato idéal, un mercato idéal, en hiver, c'est celui qui permet de corriger les faiblesses présentes dans l'effectif au sortir du marché de l'été et qui se sont confirmées lors de la première moitié de saison. C'est d'ailleurs ce qui s'était passé lors du premier hiver de Leonardo, avec les bonnes pioches qu'avaient été Maxwell, Alex et Thiago Motta. Et je suis très intéressé, parce que c'est un personnage extrêmement secret dont on ne connaît pas très bien l'action, de savoir ce que Enrique va être capable de faire maintenant qu'il y a 6 mois qu'il est au club, hein. Et c'est quelqu'un qui a, paraît-il, la réputation de savoir, au meilleur rapport qualité-prix, bien vendre et bien acheter. J'espère qu'il va nous le prouver, c'est le moment. Sinon, les achats prioritaires, je serai comme Steph, je crois qu'il faudra un bon gardien, un bon arrière-gauche. Il serait également les bienvenus un quatrième défenseur central et un milieu de terrain. Pour moi, plus d'un profil 6-8,
pour tourner avec Verratti, Rabiot dans un système en double pivot qui me semble devoir être le système d'avenir pour le PSG, mais on en reparlera pour les bruits sur le recrutement de Diarra. Et ces recrues devraient bien entendu être toutes qualifiables pour la Ligue des Champions, ce qui rend encore le challenge plus difficile. Merci à toi Olivier, ravi. Est-ce que tu partages le même avis que Olivier et Steph? Effectivement, le mercato d'hiver, c'est un mercato d'opportunité. Et si on n'a pas d'opportunité, bien content aussi. Pour moi, enfin voilà, donc si on a des bonnes opportunités, mais il n'y en a pas 36. À gauche, à part un Gaïa par exemple, ça pourrait être intéressant, mais c'est pas forcément une plus-value à court terme. J'avais pensé à une chose, au gardien. Je sais pas s'il est qualifiable pour. Non, c'est bon, on peut le. De qui tu parlais? On t'a pas entendu. Peter Sech. Ok, Peter Sech. Ah oui, carrément, tu veux le choper, le numéro 1 d'Arsenal? Le gros problème de notre équipe cette année, c'est le gardien. Donc, ça serait plus là-dessus que je partirais sur un gardien. Et sinon, on attend l'été prochain, évidemment. Mais donc voilà. Sinon, milieu de terrain. On voulait tous un milieu de terrain cet été. Donc, je pense que c'est une opportunité. Mais on en reparlera aussi plus tard. Hein. Mais je pense que c'est une opportunité pour un moyen et court terme pour remplacer Mota particulièrement. Et donc voilà, donc mes collègues ont déjà tout dit. Hein, besoin spécifique à part peut-être cette opportunité Las Diarra. Ok. Comme je trouve que ça manque un peu de réalisme parce qu'on va pas acheter 4 joueurs. Je pense pas en tout cas. Je vais refaire un tour de table rapide. Si vous deviez sélectionner un poste, on ne peut recruter qu'un poste. Quel est le poste que vous choisiriez de recruter, Steph? Gardien ou latéral gauche? Allez, latéral gauche. Ok, Olivier? Oui, pareil. Latéral gauche, ok. Ravi? Gardien. Ok. Merci messieurs. Donc vous êtes assez d'accord sur ce qu'il faut, peut-être pas sur les priorités, mais on a un peu tous, je pense, la même visibilité. Je pense qu'Antero, Enrique fait très bien son travail et c'est les besoins que nous avons. N'oublions pas que le PSG doit aussi dégraisser parce qu'on est sous les menaces du fair play financier. On a fait des achats magnifiques avec Neymar et Mbappé, ce qui va peut-être nous coûter certains joueurs, mais nous avons dans notre effectif des joueurs inutiles, peu bancables, difficiles à dégager, parfois comme Ben Arfa, Ressé ou Lucas, peut-être Krikoviak. Mais on a des joueurs qui, eux, coûtent un peu d'argent, mais dont nous pourrions avoir besoin, comme par exemple, on pense à Pastore, Di Maria ou Guedes. Mes amis, quels sont pour vous les joueurs que vous voudriez voir le PSG vendre cet hiver, Olivier? Comme tu l'as dit, ceux qu'on voudrait vendre ne veulent pas partir ou sont invendables. Et ceux qui sont vendables, ils appauvriraient l'équipe en partant. Donc là aussi, le challenge est difficile. Mais est-ce qu'on a vraiment le choix? Alors que là aussi, c'est les contraintes du fair play financier qui vont guider prioritairement les décisions. Idéalement, côté départ, on pourrait souhaiter se débarrasser des indésirables, Ben Arfa et Lucas, des prêtés sur lesquels on ne compte plus, Ressé et Krikoviak. On pourrait aussi, pour ne pas trop les brider dans leur progression, vouloir prêter Nkunku, Calegari, Georgen. Et enfin, si on avait l'opportunité de recruter des meilleurs qu'eux, on pourrait souhaiter vendre Trapp et Kurzawa. Maintenant, ce que je crains, c'est qu'on va peut-être être obligé de se séparer pour des raisons de rentrée financière des joueurs qui font partie de l'effectif, qui sont des très bons joueurs, comme Di Maria, Draxler ou Pastore. Et pour moi, ça serait vraiment un déchirement, car c'est des joueurs qui sont mieux que des remplaçants. Et on sait qu'on a souvent calé en phase finale de Ligue des Champions parce qu'il y a eu des blessures, des indisponibilités et qu'on n'avait pas dans l'effectif les joueurs pour les remplacer. Donc faire partir des joueurs dont on pourrait avoir besoin uniquement pour des raisons financières, pour moi, ça serait dramatique. Donc tu es un peu contre cette idée. Toi, Ravi, qu'est-ce que tu en penses? Donc on a compris, hein, cette année, Lucas s'est écarté, donc bye bye Lucas, en Angleterre ou n'importe où, mais là, hein, c'est inéluctable pour lui. Concernant Pastore et Draxler, c'est impensable qu'ils partent, que ce soit cet hiver ou même cet été. C'est mon avis personnel. Et concernant Di Maria, évidemment, cet hiver, on en a besoin. Cet hiver.
Mais je pense que par contre l'été prochain, il doit partir. Il a plus vraiment la tête au PSG. Enfin, son comportement n'est pas en adéquation avec le club. Je pense, voilà, donc à part Lucas et HBA, hein, Hatem Ben Arfa qui reste quand même le meilleur joueur de la galaxie et de l'univers. En effet. Je pense que voilà, on est tous à peu près d'accord sur les départs. Et puis on a, en fonction du FPF, mais là, comme l'a dit Olivier, on n'est pas encore sûr exactement de nos capacités, de nos vraiment où est-ce qu'on doit puiser vraiment l'argent et quelle somme on doit vraiment donner. Mais sinon, Guedes aussi. Ok, merci à toi, Ravi. Steph, clôt-moi cette question. Oui, les indésirables déjà cités pour les mêmes raisons. Après, cela, si on est cohérent avec la question précédente, il faut recruter un latéral gauche, donc je me séparerai de Kurzawa. Il faut recruter un gardien, je me séparerai de Trapp, à regret pour Trapp, mais voilà, je m'en séparerai. Di Maria, moi, je suis plus partant pour qu'on s'en sépare. Après, je suis assez partagé sur lui, mais je préfère garder Pastore et Draxler, donc voilà, si j'ai un choix à faire, c'est plutôt Di Maria. Merci à vous, messieurs. En parlant de Mercato, on va faire un point sur les rumeurs. Il y a 2 rumeurs que j'ai sélectionnées car c'est les plus fortes. On va commencer par parler de l'arrivée de Lassana Diarra qui serait, selon les informations qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, serait très proche de signer au PSG pour 1 an et demi ou 2 ans. Il y a encore des mini-conflits sur la signature par rapport à la durée de contrat. Et on sait qu'Emery il désire signer un 6. Et il a d'ailleurs parlé de Diarra aujourd'hui. Il a dit que c'est un joueur qu'il a vu évoluer au Real Madrid et qu'il aimait beaucoup. Ce qui peut nous donner de la puce à l'oreille. Donc on en avait parlé dans le podcast 17 avec Darius et Basto et Roampi de cette arrivée. Maintenant que ça se précise, j'ai aussi envie de vous poser la question à vous. Ravi, est-ce que pour toi Lassana Diarra est-il une bonne idée de recrutement ? Alors, j'ai pas mal de points, donc je vais essayer d'être rapide. Pourquoi là, ce n'est pas une si mauvaise idée ? 1, c'est gratuit, donc ça fait un joueur de qualité qui passe sous le nez du sympathique FPF. En 2, Last, il est polyvalent, mais surtout expérimenté. C'est quelqu'un qui n'a peur de rien sur le terrain, que ce soit face à un tank danois ou face à un Messi. Lui, tu sais qu'il lui répondra présent sur le terrain. En 3, on est en droit d'avoir un doute sur le retour de Mota et de ses performances futures. En 4, Mota sera sûrement plus là la saison prochaine. Donc avoir un autre 6 d'expérience, c'est capital, voire un 6 bis. En 5, tout le monde voulait un 6 cet été, particulièrement Emery, mais aussi certains joueurs comme Rabiot. En 6, ça fait un Français dans l'effectif, important pour les quotas, surtout après départ de Matuidi et bientôt d'HBA. Et enfin, Diarra, c'est plus de couverture que Mota, plus de créativité que Rabiot. Opportunité. Eh ben, Ravi, 7 bonnes raisons de recruter Lassana Diarra quand Tero et Enrique t'entendent. Steph, est-ce que tu es d'accord ? Est-ce que pour toi, Lassana Diarra est une bonne idée de recrutement ? Alors, je rejoins Ravi, sauf sur un point, juste Hatem, il n'est pas sur les listes de la Ligue des Champions, donc son arrivée ne compensera pas son départ, au moins sur ce point-là. Mais en dehors de ça, plus le temps passe et plus je me dis que ça aura du sens de recruter Diarra, parce que d'une certaine manière, il y a une possibilité que Pastore ou Di Maria s'en aille. Ça libérerait une place dans la rotation du trio offensif et l'un des 2 Argentins, en plus de Draxler, voire Lo Celso, pourrait y avoir sa place. Et puis ça permettrait d'avoir un vrai remplaçant à Mota, comme l'a dit. Là, je pense que Ravi a bien énuméré toutes les raisons pour lesquelles Diarra serait utile. Après, j'ai 2 interrogations sur Diarra. Moi, c'est sa mentalité. Je suis pas fan. Après, je pense qu'on en a fait aussi des tonnes sur certaines choses. Il se plaisait pas à Marseille, il faut le dire. On l'a tout le monde oublié. Il se plaisait pas dans ce club. Ce club ne lui ressemblait pas et il a bien compris que aussi il y était allé pour se relancer, pas pour autre chose, et qu'il voulait partir parce qu'au bout d'1 an, il avait fait ce qu'il avait à faire. Et eux, les Marseillais, l'entendaient pas de cette oreille. Et la deuxième chose, c'est son état physique. Il n'a pas joué beaucoup de matchs ces 2 dernières années. Voilà, il en est où ? Moi, je le sais pas, et je pense qu'aujourd'hui, personne ne le sait. Très bien. Donc pour toi, c'est oui, mais avec certains points d'interrogation. Oui, des réserves. Olivier, bonne idée, mauvaise idée ? Idée ridicule. Pour moi, c'est une idée ridicule. Parce qu'on parle de quel Diarra, là ?
On parle du titulaire à Madrid de 2009 à 2012 ou de celui qui, depuis qu'il a quitté ce club, une fois de plus, avant la fin de son contrat, comme il a fait dans tous les clubs, il a fait de mauvais choix en allant jouer dans des clubs exotiques, toujours pour des raisons financières. C'est jamais un joueur qui a privilégié le sportif sur le financier. Et il est depuis cette période, il va de blessure en interdiction du jeu. Et il n'a vraiment connu que 6 bons mois à Marseille. Et il faut pas oublier qu'il vient à la fin de son contrat à Marseille d'être obligé de signer faute de proposition dans un niveau de 3e division dans un pays du Golfe où il a joué 5 matchs depuis février. Enfin, on marche sur la tête. On va prendre ce joueur uniquement parce qu'il est gratuit. On va recommencer l'expérience Hatem Ben Arfa qu'on traîne comme un boulet depuis son engagement. Et puis, ce qui me choque le plus dans l'engagement de Diarra, c'est qu'on va renoncer au progrès tactique qui a été celui, un peu par la force des choses, provoqué par la blessure de Mota et qui a vu l'émergence d'un nouveau milieu, un milieu qui colle beaucoup plus à ce que sont nos attaquants cette année, le milieu à double pivot avec Rabiot et Verratti et qui rajoute un joueur offensif supplémentaire. Mes partenaires ont parlé tout à l'heure d'un PSG Champagne, de la ville lumière. On a envie de voir ce football-là. Moi, j'ai plus envie de voir un Thiago Motta qui ralentit le jeu de l'équipe, qui joue à la hauteur de ses 2 défenseurs centraux. C'est ça qu'on veut faire. On veut rétablir ce milieu avec Sentinelle, avec un joueur de 35 ans, un joueur de 32 ans qui n'existe plus sur le niveau international, pour pouvoir à nouveau aboutir au 7+3. Enfin là, on marche sur la tête. Donc vraiment, pour moi, c'est une idée que je ne comprends même pas. Olivier, je crois que tu as été encore plus dur envers Lassana Diarra et c'est l'idée de son recrutement qu'envers Emery. Je ne t'ai jamais vu comme ça. Je t'imagine tout rouge, en sueur. Je rajoute ça au passif d'Emery. Il a encore envie de jouer avec un numéro 6, de doubler Mota à 35 ans par un joueur de 32 ans qui est retiré du circuit international depuis plus d'1 an. Enfin, je comprends pas. Ça vraiment, il va se suicider. S'il va à Madrid avec ce milieu-là, il va se suicider. Du coup, j'ai envie de relancer Ravi là-dessus. Toi qui avais 7 bonnes raisons de le recruter, qu'est-ce que tu penses des 1001 mauvaises raisons d'Olivier ? Je pense que aujourd'hui, comme l'a dit Steph tout à l'heure, on n'est pas capable de dire exactement où il en est physiquement. Mais si physiquement il est là, je pense que le staff a fait attention à ça. Voilà, c'est vraiment un joueur d'expérience. Je ne sais pas si Olivier a vu Diarra, c'est vrai, il y a longtemps, c'était au Real. C'est d'ailleurs finalement le club où il est resté peut-être depuis longtemps. Je ne sais pas s'il a vu des performances. C'est vrai, c'est simplement à Marseille. Hein. Mais Diarra, c'est un joueur un peu méconnu. Voilà, il est difficile à cerner comme joueur par rapport à sa mentalité, par rapport à ses objectifs. C'est vrai que à ce niveau-là, il y a un point d'interrogation. Mais quand il se lance un objectif, il l'atteint. Il l'a fait au Real, il l'a fait avant le Real, il l'a fait à Marseille, même si ça a mal terminé, mais ça a mal terminé pour Bielsa, de toute façon pour ce club en général. Et voilà, là, il se donne un objectif. Le club, je pense, le veut. Ça peut être une opportunité. 32 ans, avec des années où il n'a pas forcément beaucoup joué, donc il est encore frais, il est encore très frais. Voilà, ça peut être une bonne opportunité qui n'a rien à voir avec Hatem Ben Arfa, qui n'était pas du tout dans les plans tactiques d'Emery. Là, c'est peut-être voilà, effectivement, le petit bémol, c'est peut-être un retour en arrière au fameux 4-3-3 plus défensif qu'on a eu les années auparavant. Emery de gérer. Nous, on est là. En fait, le club, il est là. Il doit donner toutes les possibilités à l'entraîneur après pour s'adapter en fonction de l'adversaire, en fonction de la compétition, en fonction de ses propres forces. Si on a besoin de renforcer le milieu sur un match, peut-être que Diarra, c'est bien plus intéressant de l'avoir qu'un Mota qui est quand même très vieillissant, même si je l'adore. Merci à toi. Si je peux rajouter, encore quelque chose, le recrutement de Diarra, c'est signifier à Draxler, Pastore et Lo Celso qu'ils vont jouer encore moins que ce qu'ils ont eu comme temps de jeu en première partie de saison, puisque ces joueurs n'ont commencé à rentrer dans l'équipe que parce qu'on était passé à un autre système, que parce que Mota était blessé.
Donc, c'est quoi aussi le but? C'est de recruter un joueur gratuit pour faire partir des joueurs qui coûtent. On veut forcer ce qui sont quand même les grandes forces de notre club. Draxler, Pastor, Lo Celso, dont on voit l'émergence. On va se priver de ça pour faire rentrer un type comme Diarra. Alors, je suis d'accord avec toi. Si c'est le Diarra de Madrid, ok. Mais on est très loin de ce joueur-là. Qui a vu jouer Diarra depuis Madrid? Personne. Il a joué à Hanzi Makashkala, il est allé s'enterrer au Lokomotiv Moscou, et il a joué 6 mois à Marseille, il est parti encore une fois, parce qu'ayant fait une bonne saison, il est monté au créneau pour avoir encore plus de fric, puisque c'est un joueur qui fonctionne comme ça. Il n'a jamais fini un seul contrat dans aucun club. Il est toujours parti en discorde avec les dirigeants. Alors c'est pas une seule fois, c'est tout le temps. Je comprends même pas l'intérêt d'un joueur comme ça. Alors, si c'est un intérêt tactique, il y a quand même d'autres choses sur le marché, comme Sentinelle, qu'on puisse recruter. Je pense qu'il y en a des bien meilleurs que Diarra. Mais si c'est pour prendre Diarra parce qu'il est gratuit, alors là, je suis très craintif sur ce que ça signifie par rapport aux contraintes du fair play financier. Moi, je vais juste répondre sur 2 choses. D'abord, il faut voir aussi le recrutement de Diarra doit être vu par le prisme du fair play financier. Il y aura certainement des sacrifices qui seront faits et justement il y aura peut-être des joueurs qui partiront et qui vont libérer des places pour Draxler, Lo Celso ou Pastor plus haut. La deuxième chose, c'est le milieu à 3 Rabiot, Verratti, Draxler. On l'a vu, il est bien, mais il n'est pas parfait, il n'est pas au point et on ne peut pas le mettre en Ligue des Champions. Or, Diarra ou Mota dans le milieu à 3 en Ligue des Champions pour solidifier l'axe, c'est la raison pour laquelle Emery le veut. Après, l'an prochain, peut-être que de ce milieu à 3 qui nous a tellement fait saliver sera davantage prêt. C'est un milieu de terrain qui doit progresser, qui doit apprendre, emmaganiser de l'expérience, mais qui n'est pas prêt pour les rencontres de haut niveau, on l'a déjà vu. Merci à ce milieu a été aligné 7 fois. Ces 7 fois, c'est 6 victoires. Avec le nombre de buts le meilleur de tous les autres milieux et le nombre de buts encaissés le plus faible. La seule contre-performance, et je suis d'accord, elle n'est pas rassurante, c'est au match retour contre le Bayern. Et au match retour contre le Bayern, il n'y a pas que ce compartiment du jeu qui a failli. C'est une faillite mentale un peu de toute l'équipe. Et il faut savoir qu'à l'aller, le milieu avec Mota, il a sombré contre le Bayern. Et heureusement qu'on a réussi à jouer en contre, malgré un nombre d'occasions subi très important, qu'on a été très efficace pour marquer. Donc au jour d'aujourd'hui, moi je serais beaucoup plus rassuré d'avoir un milieu à 3 et le match de Lo Celso a donné des espoirs pour intégrer un joueur offensif qui a quand même de très bonnes qualités défensives. C'est peut-être ça le troisième élément avec Rabiot et Verratti qui donnera un vrai équilibre que d'y aller avec Mota qui joue à la hauteur de ses défenseurs centraux ou avec Diarra qui sort de 5 matchs en un an avec une succession de blessures. Moi, je n'arrive pas à concevoir ça. Si je peux me permettre, justement, on connaît le fonctionnement d'Emery. Sûrement que Diarra, s'il vient, il va pas tout de suite jouer déjà. C'est plus pour du moyen terme, pour peut-être l'année prochaine, pour faire partie de l'effectif. Il nous manque un joueur de ce type-là en remplacement de Mota, au moins pour l'année prochaine, je pense. Donc déjà, rien que pour ça, c'est pas une mauvaise idée. Si jamais il est physiquement au point, je pense, moi, personnellement, qu'avoir... Imaginons, on fait un bon résultat au Real à Santiago Bernabéu. Un résultat, moi, j'ai beaucoup plus confiance en Diarra qu'en Mota, par exemple. Pourquoi? Parce qu'on va jouer plus haut, on va jouer 10 mètres, 15 mètres plus haut, comme avec Rabiot. Mais Rabiot, on sait que parfois, c'est fragile. Donc, voilà, c'est un joueur d'expérience qui peut, sur certains matchs où on a besoin d'expérience et d'une grande confiance en soi, ça peut être utile et puis c'est gratuit. Merci, messieurs. Oui, c'est gratuit, mais tu entends que les discussions sont en train d'achoper parce que Diarra, comme d'habitude, monte à la recherche du fric, demande 2 ans et demi de contrat, 2 ans et demi de contrat et un salaire à la hauteur des salaires des stars du club. Mais il tombe de quelle planète, ce garçon? Personne n'en a voulu quand il est parti de Marseille. Personne n'en a voulu. Alors maintenant, son agent fait courir des bruits comme quoi Manchester United courrait après Diarra. Faut arrêter les conneries, là. C'est pas possible. Messieurs, je pense qu'on a bien entendu vos arguments. Olivier, tu es totalement contre la venue de Diarra et Ravi et Steph, vous êtes plutôt pour en émettant certaines réserves, mais plutôt positifs.
On va passer à la deuxième rumeur qui prend de l'ampleur. On a même entendu aujourd'hui qu'un monsieur de Valence, un agent, je ne sais pas comment appeler Le ça. président, le président. C'est un président Le carrément, président. qui s'est déplacé à Doha pour parler de Guedes, notre petit Portugais qui avait fait une saison mitigée l'année dernière, mais qui fait un très bon début de saison à Valence. Alors pour vous, là c'est un petit peu un truc de hustle. Vous voyez, c'est Antero Henrique, il doit se demander est-ce qu'on le vend maintenant en se disant qu'on surfe sur sa hype ou alors est-ce qu'on doit attendre pour peut-être voir son prix augmenter au risque qu'il fasse carrément une fin de saison pas bonne du tout et qu'au final on ne veuille pas nous l'acheter. Pour vous, qu'est-ce qu'on doit faire? Le vendre maintenant, attendre pour le vendre plus cher au risque de perdre de l'argent? Steph, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis pas persuadé que Guedes doivent être vendu en priorité. On fera mieux de temporiser effectivement et d'attendre la fin de la saison pour parier sur des sommes plus importantes qui seraient misées sur lui. Le mercato d'hiver, comme l'a dit Olivier, c'est un mercato d'opportunité et justement, c'est pas forcément là où les clubs dépensent le plus. Maintenant, voilà, sera conditionné par rapport au FPF et donc il fait partie des éléments qui sont bankable et qui peuvent être sacrifiés pour qu'on puisse passer le cut du fair play financier. Après, je vais dire quelque chose qui est un peu horrible, mais je le pense sincèrement. Pour moi, les joueurs, donc c'est du business le football maintenant, donc pour moi, les joueurs, c'est de l'argent immobilisé. Donc voilà, c'est un placement. Donc Guedes, comme les autres, comme Krekoviak, mais aussi comme Pastor ou Di Maria, s'il faut les sacrifier parce que financièrement, le PSG a besoin d'argent pour recruter mieux ou juste continuer à exister l'an prochain, il faut le faire. Et puis pour finir, je pense que 40 millions d'euros évoqués, je pense que c'est juste la presse espagnole qui le fait. Peter Lim qui tente le tout pour aller à Doha pour négocier le transfert, je pense que c'est du bluff. Il vaut plus que 40 millions et Valence n'a pas les moyens de se le payer. Oui, c'est vrai, quand on pense au club anglais, il y en aurait bien un qui pourrait, en regardant le best-of des buts de Guedes, d'être tenté de dépenser 60 millions. Qu'est-ce que t'en penses, Olivier? Olivier? Oui, là aussi malheureusement, je crois que, comme le disait Stéphane, c'est les contraintes du FPF qui vont obliger le choix de garder ou de vendre Guedes. Car si on avait les moyens, et ça a été la grande force du PSG par rapport à ses joueurs les dernières années, c'est d'avoir les moyens de ses choix. Là, il semble qu'on va être contraint de ne plus avoir les moyens de faire ce que l'on veut faire. Si on avait les moyens, donc attendre pour voir jusqu'où il peut hausser son niveau, et donc sa valeur marchande était sûrement un choix judicieux, même si Valence n'est pas le PSG et que réussir là-bas ne préjuge pas d'une réussite ici. Mais si Guedes est un des seuls moyens de rentrer du cash, parce que on voit pas beaucoup de propositions pour nos autres joueurs, ça se fera. Ceci dit, le vendre le prix qu'on l'a payé, pour moi, ça serait pas si mal, car ceux qui crient au scandale aujourd'hui auraient été bien contents que ça se fasse à ce montant fin juin, au vu de sa saison dernière, où il n'a jamais démontré sa capacité à s'élever au niveau du PSG. D'autant qu'aujourd'hui, avec la MCN, il serait au mieux remplaçant, devancé probablement encore dans la hiérarchie par Draxler, Pastor ou Di Maria. Donc pour moi, s'il y a une bonne opportunité, il faut le vendre. Ok, merci à toi Olivier, ravi. Alors moi, contrairement à mes deux collègues, je vais plutôt parler, je vais pas parler de chiffres, je vais surtout parler du joueur en lui-même, de foot. C'est ce qui m'intéresse dans le foot, c'est les joueurs, le terrain et ce qu'il y a autour, mais c'est surtout le foot. Et pour moi, Guedes, il fait une très bonne saison à Valence. C'est un bon jeune, il a une bonne mentalité, un bon état d'esprit. Par cela, mais je pense vraiment qu'il n'est pas fait pour le championnat de France. Il me semble limité, c'est un peu comme un Lavezzi, un peu. Il joue proprement, peut-être plus proprement que Lavezzi. Mais voilà, il a besoin d'espace. C'est pas du tout le jeu qu'on a en Ligue 1 et même en Ligue des Champions, c'est quand même beaucoup plus fermé. Je sais pas s'il a la capacité créative pour monter vraiment d'un palier de la race d'un grand joueur. Donc aujourd'hui, à contre-cœur, parce que je l'aime bien, et je suivrai ce qu'il fera plus tard, mais je suis pour une vente de Guedes. Très bien messieurs, donc si je résume, Stéphane et Olivier, vous êtes plutôt pour attendre la fin de saison pour le vendre, sauf si le FPF nous l'oblige, et toi, Ravi, tu sauterais un peu sur l'occasion de sa hype actuelle pour le vendre. Messieurs, oui, j'entends une voix qui veut s'élever. Pas forcément, j'ai pas précisé. Olivier. Dans la Coupe du Monde, ça me semble plus anodin, plus réaliste d'attendre la Coupe du Monde pour... Très bien, donc tu es aussi pour attendre. Donc, messieurs,
Pour terminer ce podcast, nous allons faire des pronostics, car vous savez, j'adore les pronostics et j'aime que quand vous vous mouillez et vous essayez de nous prédire le futur. Donc je vais vous poser 3 questions, messieurs, et vous me répondez assez rapidement sur ce que vous pensez de manière réaliste, sans se faire de supporterisme, à ces questions. Messieurs, combien de trophées va remporter le PSG en France cette année, Olivier? Il va remporter 4 trophées. Ravi. 3 vrais trophées, plus le fameux trophée des champions qu'on a déjà remporté. Très bien, donc tu es d'accord avec Olivier. 4. Steph? 3. Je pense qu'on gagnera pas la Coupe de France. D'accord. Jusqu'où va-t-on aller en Ligue des Champions selon vous, messieurs? Ravi? Moi, on a cette année l'équipe la plus forte par rapport à toutes les autres années précédentes. Donc, moi, je vois la victoire, bien sûr. Victoire, d'accord. Steph? Je suis pas optimiste, donc moi je dirais qu'on va s'arrêter en 8e. Voilà. Oui, ça va avec ce que tu as dit précédemment, Olivier. Malheureusement. Je suis malheureusement comme Steph et je crains que le tirage du Real soit une très mauvaise chose pour nous et qu'on va s'arrêter en 8e. Très bien, messieurs. Et dernière question pour clôturer ce podcast. Sans faire du supporterisme, qui va selon vous gagner la Ligue des Champions, Steph? Encore un Espagnol, Barcelone. Olivier? Olivier? C'est parti. Il est parti? Ouais, ça a dû couper, je Ok. pense. Ravi? Moi, j'ai déjà dit le PSG et ça sera contre City. D'accord. Barcelone en demi-finale. Très bien. Olivier n'est pas revenu? Si, micro coupé. D'accord. Olivier, tu as 10 secondes pour nous donner ton vainqueur de Ligue des Champions. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dommage, Olivier. Eh bien, Comme Fort Boyard. je vais parler pour Olivier. Je pense qu'il pense que le Il aurait dit le Milan AC, moi. Non, je il pense. aurait dit le Beşiktaş, je pense. Ah oui, peut-être. Donc merci Olivier pour le Beşiktaş. Je m'en vais de ce pas au bureau de tabac le plus proche pour Manchester City. Manchester Olivier. Ok, merci. Je pense que vous avez quand même passé de mauvaises fêtes, mais bon. Messieurs, ainsi se clôture ce podcast. Je vous remercie pour vos analyses de qualité. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très bonne année et une année avec beaucoup de podcasts, beaucoup de victoires pour le PSG et comme Ravi, une victoire en Ligue des Champions, si c'est ça ma résolution. Je nous le souhaite à tous. Olivier, bonne soirée. Oui. Merci et je m'accroche aussi à cet espoir. Merci à toi. Ravi, bonne soirée. Oui, et puis des articles pour Wampy. Bien sûr, je vous rappelle d'aller faire un tour sur leclubpanam.blogspot.fr en attendant bientôt d'avoir notre propre site web. Bientôt, nous aurons un beau site pour lire tous nos articles de qualité. Steph, bonne année, bonne soirée à toi. Bonne soirée, puis dans un mois, le Super Bowl. Oui, pourquoi pas. Bonne soirée, messieurs, et merci d'avoir assisté à ce podcast, toi, cher auditeur. Bonne soirée, bonne année.